Chers amis, bonjour. Je reprends la webconférence du mardi 4 juin, hein, car une partie n'a pas été sonorisée correctement. Donc je reprends quelques-uns de mes propos, hein, et puis je vais faire un montage avec les témoignages de Dalila, d'Edith, avec les interventions d'Eric, hein, et puis toute la dernière partie de la webconférence qui, elle, a pu être sonorisée complètement de façon correcte, où on a pu aussi répondre à quelques questions via le Facebook. Voilà, donc je reprends ça. Et merci à toutes et à tous, hein, qui ont pu rester quand même sur la conférence en live malgré les problèmes de son. Merci beaucoup. Mais là, voilà, là vous aurez la totalité. Donc l'objectif, hein, c'est bien sûr de parler de l'ayahuasca et de vous faire part de mon témoignage. Et puis aussi des témoignages des autres personnes. Voilà, donc c'est vraiment personnel, hein, c'est ma vision des choses. Euh, et dans un premier temps, je voudrais vous parler donc de l'esprit de l'ayahuasca. Parce que voilà, nous on en parle souvent en tant que plante, hein. Mais voilà, on va parler de l'esprit de l'ayahuasca, dans le sens où moi j'ai un rapport à tout ce qui est substance euh, extrêmement euh, en tout cas, rien d'évident, rien d'évident, hein. Aujourd'hui, voilà, tout ce qui vient d'une usine, tout ce qui vient d'un produit, etc., j'essaie de ne pas le faire rentrer dans mon corps, hein. Concrètement, je fais très attention à ça. Alors bien sûr, bon, ben, on est dehors, on respire les substances, on boit de l'eau du robinet. Bon, bien sûr qu'on ne peut pas complètement se prévenir de ça, mais n'empêche que j'ai un rapport avec avec ce que j'ingère extrêmement précautionneux. Extrêmement précautionneux. Et lorsque la première fois qu'on m'a parlé d'une cérémonie ayahuasca, j'étais extrêmement sur mes gardes. Alors, à la fois avec tout ce que j'imagine lié aux substances, bien sûr, hein, et puis, mais surtout par rapport aux pratiques spirituelles en général, hein, dans le sens où, voilà, vous le savez tous, hein, il y a beaucoup de pratiques où on a affaire quand même à des apprentis sorciers, on n'est pas toujours dans les forces de vie, on n'est pas toujours dans le sens de l'équilibre et de l'harmonie, donc voilà, donc j'étais un petit peu méfiant par rapport à ça. Et puis bon, après, bon, quand même, je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'on me le propose, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Donc bien sûr, j'ai interrogé tout ça, hein, et donc moi, ma façon d'interroger tout ça, bah, c'est bien sûr de faire des voyages, c'est de poser des questions à ma grande tribu, aux animaux de pouvoir, de savoir ce qui se passe. Et puis là, on me dit, non, non, mais Christophe, il faut y aller, ça va bien se passer, ça va bien se passer, l'ayahuasca t'attend, les personnes qui organisent ça, c'est très bien, ceux qui l'ont fait, c'est très bien, tout ça va vraiment dans le sens de la vie. Donc voilà les premières informations que j'avais, hein, et qui très vite m'ont... voilà, donc c'était vraiment un premier contact spirituel, hein, très clairement. Euh, et, euh, et donc j'étais très vite rassuré. Et je me souviens que, en préparant donc, justement cette conférence, je me souviens que j'ai pas du tout cherché de documentation par rapport à ça. Franchement, je voulais pas m'immerger là-dedans parce que je savais très bien que sur Internet, j'allais trouver essentiellement des choses négatives par rapport à ça, tout ce que le mental surpuissant peut raconter, etc. Je savais que je lirais ça, et donc ça m'intéressait pas du tout. Donc vraiment, j'ai suivi, alors je vais dire mon intuition, mais beaucoup plus que mon intuition, j'ai suivi ce que mes voyages me disaient. Ce que mes voyages me disaient. Et puis donc très vite, ben, dans mes voyages, ben, j'ai vu l'ayahuasca. J'ai vu, donc je l'ai vu sous plein de formes différentes, hein. Donc ça a été un grand serpent, ça a été des sortes de zébrures de lumière qui circulaient à travers le monde. Et ce que j'ai vite compris, c'est que l'ayahuasca a le pouvoir, du moins l'esprit de l'ayahuasca a vraiment la capacité de mettre notre ego, de mettre la surpuissance de notre mental de côté. Et voilà. Et donc l'ego a vraiment, vraiment peur de l'ayahuasca, vraiment, vraiment peur, parce que il ne peut rien contre elle, mais vraiment rien du tout. Et donc ça a paru très nettement. Et donc je la voyais qui travaillait partout, qui va frapper pratiquement à chaque porte pour ébranler les gens, et voilà, étape par étape. Donc voilà, donc ça a été comme ça que j'ai vu les choses. Et très rapidement, euh, eh ben j'ai commencé à sentir, ben, qu'est-ce qui allait s'ébranler en moi, hein, quelle partie du mental surpuissant allait commencer à travailler, à s'ébranler, dans quelle posture je devais me mettre. Et donc tout de suite, on sent
qu'on va rentrer dans quelque chose de nouveau, à la fois qu'on va être propulsé par les forces de vie, parce que ben, moi c'est vraiment mon expérience, mais en même temps que voilà, qu'on a une nouvelle posture à prendre, qu'on va être aidé, et que voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et le simple fait de l'évoquer, hein, d'évoquer l'ayahuasca, c'est déjà énorme, 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 énorme. Ça a déjà commencé, quoi. Je veux dire, parce que son esprit frappe partout. Son esprit, il est en permanence en train de titiller partout, d'essayer de rentrer partout. Une image qui me revient, hein, c'est celle, si vous avez pu voir le film, le dessin animé, euh, Le Prince d'Égypte. Hein, un moment dans les plaies d'Égypte, il y en a une où Dieu va aller tuer les premiers-nés. Hein. Et donc, l'image, on voit cette grande, cette sorte de flamme froide et blanche là, qui circule dans toute la ville à toute vitesse et qui rentre dans les maisons, etc. Vraiment, c'est des images très impressionnantes. Et bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ayahuasca, elle est sortie de la forêt et là, elle se répand vraiment dans le monde complètement pour justement ébranler ce mental surpuissant. Euh, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Donc ça, c'était mes tout premiers contacts hein, par rapport à l'esprit de l'ayahuasca, par rapport à ce que j'ai pu voir dans mes voyages. Et puis, voilà. Et donc, on est arrivé très vite voilà, à organiser les premières cérémonies. Euh, alors, le breuvage en lui-même, hein, le breuvage en lui-même. Alors, moi aujourd'hui, je vais dire qu'il n'y a pas besoin de prendre le breuvage pour que l'ayahuasca pour que l'ayahuasca ait un effet sur vous. Hein, je veux dire, elle est vraiment puissante, quoi. Elle est vraiment puissante. Donc, voilà, elle travaille sur nous tous déjà, et ceux qui vont accepter l'élan qu'elle nous propose sont déjà en mouvement grâce à elle. Mais toujours est-il que pendant les cérémonies, eh ben, on boit un breuvage, hein, qu'on peut appeler ayahuasca, mais qui est un breuvage constitué de plusieurs plantes, hein, minimum deux. Eric, dans le montage, je vais mettre les propos d'Eric à qui vous parler de ça de façon très très complète. Hein. Voilà. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est fait. Voilà, il y a plusieurs jours de cuisson, plusieurs semaines de cuisson. Hein. On peut parler presque d'un mois de travail. Hein. Il y a un savoir-faire. Voilà, on ne peut pas s'improviser euh, distilleur d'ayahuasca ou autre parce qu'il y a vraiment un vrai savoir-faire. Et moi, dans mon expérience, les gens avec qui j'ai travaillé, ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment propulsés par les forces de vie. Et ça, je le sais parce que j'ai fait des voyages et c'est des infos que j'ai eues. Et c'est comme ça que je sais, et c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Voilà, donc on a notre intuition, on peut la confirmer par les voyages, et voilà. Mais donc ça, c'est important. Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce que il existe de tout. Il existe de tout et vous le savez bien. Donc voilà. Donc je vais passer ça avec Eric. Bon, les gens qui me connaissent le savent. Plus près, ça, Si tu veux que je parle un petit peu, si tu veux que je parle un petit peu, bon, je suis pas un homme des discours. Les gens qui me connaissent le savent. Tu veux que je parle un petit peu, si tu veux que je parle un petit peu, bon, je suis pas un homme des discours. Les gens qui me connaissent le savent. Ça me fait très plaisir. Si tu veux que je parle un petit peu, si tu veux que je parle un petit peu, bon, je suis pas un homme des discours. Les gens qui me connaissent le savent. Tu veux que je parle un petit peu, si tu veux que je parle un petit peu. Je suis pas un homme de discours, les gens qui me connaissent le savent. Ouais, je t'entends plus. Je t'entends pas. Ok, super, d'accord. Donc là, je suis en solo. Ok. Pour parler du breuvage, j'ai participé à plusieurs, ce qu'on appelle des fétios, c'est-à-dire des productions de breuvage. La recette est très très simple, je vais dire. C'est l'ayahuasca, donc qui est la liane. C'est composé de deux végétaux, deux plantes. L'ayahuasca, en fait, on dénomme la boisson ayahuasca, mais en fait, c'est le nom de la liane. Et aussi ce qu'on appelle la feuille, la chacrone, qui rentre dans la recette. Et tout simplement à côté de ça, de l'eau et beaucoup de chaleur, donc beaucoup d'eau, beaucoup de chaleur, donc beaucoup de feu. C'est les quatre éléments essentiels et uniques. Certains rajoutent d'autres plantes, certains chamans.
Mais là, il y a une fois d'ailleurs sur un texte très intéressant là, que tu as fait circuler, Christophe, avec l'ayahuasca qui s'exprime. J'ai trouvé ça génial. Précise bien qu'en fait, l'ayahuasca, c'est vraiment que ces deux plantes-là. Alors, au niveau de la liane, c'est le Banisteriopsis capi. Et au niveau de la feuille, il peut y avoir plusieurs plantes. Il y a plusieurs plantes qui sont possibles, mais celle qu'on utilise, c'est le Psychotria viridis. Ouais, qui ressemble à un caféier, exactement. Ouais. Et même les fruits sont des petits fruits rouges qui ressemblent aussi à des grains de café qui auraient trop mûri. Voilà. Qui a une hauteur d'à peu près 2 mètres, de la taille d'un caféier. Bon, ben, c'est peut-être pas tout le monde qui connaît le caféier, mais ouais, voilà, maximum 2 mètres de haut et on va dire 2 mètres de diamètre pour vraiment les plus grands que j'ai vus jusqu'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire un que j'ai chez moi. Bon. Là-bas à la maison. Et la liane, généralement, à 90%, on la trouve en fait en forêt. Donc bon, bah, il y a des gars qui connaissent bien la forêt, et puis si tu leur montres la liane, s'ils savent ce qu'ils cherchent, ils trouvent de la liane. Alors ça, c'est un peu à regret parce que justement, on en retire pas mal et on n'en plante pas. C'est une partie sur laquelle je peux revenir tout à l'heure. Et la feuille, par contre, elle est cultivée. Je ne l'ai jamais vue dans la nature. Donc, c'est sûr qu'elle doit avoir une cousine naturelle, native, etc. Mais je crois plus en altitude. Moi, je connais bien la forêt plutôt au niveau de la mer, quoi. Donc, en altitude, oui, au Pérou, il y a des endroits où je suis presque sûr, en Équateur, en Bolivie, on peut la trouver à l'état naturel. Mais bon, moi, ce que je connais, donc voilà, c'est celle qui est plantée. Donc, elle est facile, pas facile à cultiver, et c'est cultivable. Alors que la vigne, bon, bah, je sais pas, les gens s'y sont pas intéressés parce que je crois qu'en fait, il y en a dans la forêt. Et évidemment, il faut aller à chaque fois, bah, comme toutes les espèces auxquelles on commence à s'intéresser, qui sont diffusées maintenant dans le monde entier, donc les quantités sont complètement différentes de ce que ça a pu être, ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années. On a de plus en plus de mal à trouver de la liane. Mais il y a des gens qui plantent, voilà. Particulièrement, moi, où j'ai vu les fétios, c'est des gens qui plantent. Donc souvent, la liane, c'est de la liane qui vient de forêt ou de la liane récoltée. Et les feuilles, c'est des feuilles plantées, donc qui sont plantées ou soit achetées. Il y a vraiment des gros groupes très forts, grandes plantations de feuilles et qui vendent, je vais dire très gentiment, leurs feuilles aux cuisiniers, aux gens qui s'intéressent à la cuisson. L'élaboration du breuvage, en fait, c'est toujours, voilà, donc on répète, mais parce qu'en fait, vraiment, c'est la base, c'est les feuilles, la liane, beaucoup d'eau et beaucoup de feu. Donc, on commence par récolter les feuilles, tout simplement tirer les feuilles sur les plants qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui retirent tout, c'est-à-dire toutes les feuilles, ils laissent l'arbre nu. Moi, je fais pas ça, bon, bah, parce que c'est pas mon but non plus. Mais on peut retirer une bonne partie des feuilles et puis bon, bah, tout simplement laisser quelques mois la plante pour refaire des feuilles. Donc, on est sur l'équateur, il n'y a pas d'été, il n'y a pas d'hiver, donc il n'y a pas de saison, voilà. Donc c'est simple, on retire les feuilles, elles repoussent et on les retire et l'arbre grandit. C'est des arbustes, des petits arbustes, on va dire. Des arbustes de petits porcs. Et la liane, on récolte, donc on se sert vraiment de la liane. La liane aussi avec quelques feuilles et des petites branches différentes, on se sert vraiment de la grosse partie de la liane. Et plus elle est ancienne, mieux c'est. C'est-à-dire des lianes qui vont commencer, on va dire, à 10 cm de diamètre, c'est vraiment le top. Bon, bah, évidemment, quand on récolte une liane en forêt, ils essayent de tirer dessus, d'aller jusqu'au bout, mais
elles montent dans les arbres, elles s'accrochent partout. Donc, on a vraiment, même en s'acharnant, on a fait la plus grosse partie. C'est ce qui nous intéresse de toute façon. Là, ça ne veut pas dire qu'aussi on ne peut pas éduquer les gens qui cueillent en forêt, puisqu'évidemment, ça part du sol, la liane. Et il y a toujours plein de départs, donc, puisque ça n'a pas été taillé. Et pourquoi pas, évidemment, laisser au moins une ou deux lianes sur ce pied-là ouais, pour revenir plus tard. Ouais. Si, de toute façon, elle est taillée à ras, elle n'est pas arrachée, c'est ce que les gars font pas, parce que de toute façon, ça ne servira à rien. C'est sûr que la liane va repartir. Hein. Là, ça repart. En plus, évidemment, bien plus vite qu'une liane qu'on aurait plantée, parce que celle-là, déjà, elle a un système énorme, etc. Donc, ça a plein de rejets. Voilà. Je l'ai jamais vu, mais j'en suis. Si, j'ai déjà vu en plus. Ouais. Donc, ça marche. C'est même, voilà, c'est même, ça serait même bénéfique, plus bénéfique, tu vois, de faire produire des lianes qui sont déjà là depuis des dizaines, des centaines d'années, que d'en planter des nouvelles. Hein. C'est un peu comme les arbres. Hein. Je veux dire, un gros arbre, il va séquestrer tant de tonnes de carbone par an, et puis celui que tu viens de planter, que dalle, parce qu'il est vraiment trop petit, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les feuilles, on les lave, évidemment, et la liane, on la coupe transversalement, c'est en bout de, on va dire, 1,5 m. Et la particularité pour la cuisson, c'est que cette liane, il faut qu'elle soit écrasée. Donc, il y a tout un rituel qui est génial, c'est-à-dire on prend on est en Amazonie, hein. Donc on prend des troncs d'arbres qui sont coupés à une certaine hauteur devant lesquels on peut s'asseoir, si tu vois, comme un billot. Et puis là-dessus, on a des cassettes, c'est-à-dire des gros, des maillets en bois, quoi. Comment on peut dire? Comme des battes, une batte, mais en bois. Donc avec lequel on va prendre la liane et l'écraser sur le bout de tronc qu'on a devant nous. Il faut vraiment que toutes les fibres se défassent. Et là, c'est génial parce qu'évidemment, il y a toujours plusieurs personnes, c'est une soirée spéciale. On bâche aussi pour, ça veut dire qu'on va battre les lianes. Et puis bah, le bruit, quoi, ding, 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 tout le monde qui est en train de taper sur ces lianes. Généralement, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude, qui ont vite mal au bras, on change de main. Enfin voilà, c'est un moment assez sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a des grandes casseroles qu'on va mettre sur le feu. C'est du feu de bois. Je rappelle, on est en Amazonie, donc un camion rempli de chutes de bois d'une scierie, ça coûte comme si ça coûtait ici 400 ou 500 euros. Donc ça, c'est acheté, coupé en petits bouts. Il y a tout un endroit qui est préparé pour faire le feu, pour mettre les casseroles. Et là, dans les casseroles, on va mettre une couche de feuilles, une couche de lianes, une couche de feuilles, etc. Évidemment, la proportion entre les lianes, la force de chaque feuille qui vient, parce que ça vient de plusieurs endroits, bon, bah, c'est un art. Hein. Voilà. Souvent, on est obligé de le recuisiner. Bon, là, je vais vraiment à l'avant, une fois qu'il est fini, après l'avoir goûté, le recuisiner, remettre des feuilles ou Voilà. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a des grandes casseroles d'eau. Donc, on remplit ça d'eau, on fait bouillir pendant des heures sur le feu. Et là, on va récupérer l'eau comme si on faisait du thé, en fait. Hein, c'est du thé. Donc, on récupère juste l'eau. Là, c'est un peu périlleux parce qu'il faut laisser le matériel dans les casseroles, c'est-à-dire les feuilles et les lianes, et récupérer l'eau. Là, on récupère un thé, qui est comme une eau teintée comme un thé, vraiment. Et on fait ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on puisse laver vraiment toutes les feuilles et toutes les lianes, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'eau sorte claire. C'est comme si on remettait de l'eau sur un thé, tu vois, comme dans du thé, tu ferais une théière. Le premier soit super noir, le deuxième un peu plus clair. D'ailleurs, les connaisseurs font ça, d'ailleurs. Hein, et là, on fait ça jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire. Donc, il n'y a plus rien dans les feuilles ni dans les lianes. Et cette eau-là, ce thé-là, on le stocke. On le stocke, on le stocke, on le stocke. Une fois que ça c'est fait, on enlève les feuilles et les lianes des casseroles
Et là, on revient avec juste le thé qu'on fait réduire. En fait, c'est très simple, hein. C'est énorme parce que c'est des milliers de litres et il y a 14 casseroles et tu as 25 mètres cubes de bois. Et, ouais, bon. Ça dure entre 10 et 20 jours. 24 heures sur 24. C'est 24 heures sur 24. Ah, c'est génial, hein. Donc, bon, évidemment, la nuit, ça se calme. Il n'y a que 2-3 gars autour du feu. S'il y a une urgence, il faut vider l'eau, etc. Ils sont là. On ne remet pas trop de bois. Le feu est calme. Et puis, bah, pendant la journée, quand il y a plus de monde pour aider, là, on remet du bois à l'eau pour que ça bouge, etc. Voilà. Donc là, c'est comme tout ça, c'est en extérieur. Il n'y a pas. On imagine, je ne sais pas, parce que oui, là, j'essaie d'imaginer. On imagine peut-être un hangar, etc. Non, tout ça, c'est juste dehors. Il y a une bâche au-dessus du feu, vraiment au cas où il pleuve beaucoup. Et puis, c'est tout. Voilà, tout se passe dehors, sous les étoiles. L'eau, c'est un élément super important parce que évidemment, on va le réduire. C'est-à-dire qu'on va l'amener pour retirer les substances, beaucoup d'eau, et ensuite on va le réduire. À la fin, dans le breuvage, il reste presque plus d'eau. Mais c'est une partie très importante. Donc, l'eau doit être de très bonne qualité. Le feu, si possible, de bois. Et puis, tout doit être quand même relativement propre. Mais je dis, on est dehors. On est dehors, tout le monde pieds nus, dans la terre. Enfin, voilà. Ouais. Après, on fait réduire. Il y a la mise en bouteille aussi qui est. Bon, là, je rentre un peu dans le technique, mais qui est aussi un peu délicate. Parce que si on veut le garder évidemment un certain temps, il faut faire ça aussi proprement, c'est-à-dire nettoyer les bouteilles à l'alcool, les remplir vraiment jusqu'au ras-bord, les fermer pour qu'il n'y ait pas d'air. Voilà. Bon, bah ça, c'est dans le cas, évidemment, on veut garder les bouteilles ou la boisson pendant plusieurs mois. Moi, j'ai déjà gardé pendant plusieurs années, hein. Donc, ça bouge pas. Au début, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai participé aussi justement à la création d'un rituel. Donc j'ai commencé à avoir vraiment des toutes petites quantités, des loupés, la liane c'était pas la bonne, on ne le savait pas, et voilà. Et jusqu'à aujourd'hui où il y a des productions de plusieurs dizaines, voire quelques centaines de litres, avec une toute autre technique. Donc au début, on avait pas mal de problèmes de fermentation, ce qui fait qu'on n'utilisait que des bouteilles de coca parce qu'en fait c'était les seules qui tiennent à la pression en fait. C'est dingue. Et par rapport aux autres bouteilles, on va dire, qui sont beaucoup plus fragiles, on ne pense même pas à une bouteille d'eau, quoi. Mais aujourd'hui, on continue à la bouteille de Coca, qui évidemment c'est du recyclage, puisque c'est des bouteilles qui sont récupérées. Et c'est un peu dommage que ça soit dans du plastique, c'est sûr. On n'a plus du tout de problème de fermentation, et j'ai plus jamais vu de bouteilles gonflées, etc. Bon. Donc, on pourrait peut-être même passer au verre, c'est-à-dire quand tu es sûr que ça ne fermente pas, tu peux mettre ça dans une bouteille en verre. Ou à moins d'avoir des bouteilles comme des bouteilles de champagne qui résistent à la pression. Bon. Tout ça, c'est à discuter. Je voulais un peu expliquer ici le principe, hein, qui sera plus clair si on fait des recherches sur Internet, il y a plein de trucs. Dans la liane, on trouve des alcaloïdes d'Armala. Donc l'armine, l'armaline et le THH, c'est le tétrahydroarmanine. Au début, en fait, des tests scientifiques sur le produit, on pensait que les effets venaient de là. En fait, pourquoi il y a ces deux plantes? C'est ça, hein. Pourquoi deux et pourquoi celle-ci? On a, nous, des MAOA, c'est-à-dire des monoamines oxydases, c'est-à-dire qui bloquent la DMT. Et la DMT, elle se trouve, elle, dans les feuilles. La DMT, c'est la déméthyltryptamine.
Et c'est elle qui a les effets de, c'est elle qui procure les effets plutôt de vision, de couleur, de beauté, d'étoiles, etc. Et comme nous, on a naturellement ces MAO, donc qui détruisent automatiquement par la bouche la DMT très très vite. C'est pour ça que la DMT pure, ça a des effets de quelques minutes. Donc c'est comme une sorte de protection, évidemment, comme à chaque fois. Et là, donc, on a les alcaloïdes de la liane qui vont venir bloquer. Hein, c'est des inhibiteurs MAOA. Donc, ils vont venir bloquer ces MAO qui vont empêcher de détruire, si tu veux, la DMT dans le temps, enfin, moins vite. Donc là, on a quelques heures devant nous. Donc, c'est ce qui se passe. C'est à peu près, bon, 1h30, 2 heures, tu as vu. Hein, Alors, la cérémonie en elle-même va consister justement à faire des voyages conscients euh, en ayant ingéré le breuvage. Alors bon, il y a plein de rituels différents, hein, et un des rituels consiste à prendre plusieurs doses, hein, échelonnées dans le temps, voilà, de façon à voir comment les choses réagissent en nous, comment on vit ça, parce que il y a bien sûr des appréhensions, hein, pour beaucoup d'entre nous, et donc ça permet de gérer encore ça, hein. Euh, donc voilà, donc on va rentrer dans ce détail-là, mais avant la cérémonie, il y a tout le temps préparatoire. Et ce temps préparatoire, je vous ai dit, il commence déjà au moment où vous parlez d'ayahuasca, mais il commence surtout au moment où vous savez qu'à telle date, il va y avoir ça. Et donc à partir de là, vraiment beaucoup de choses bougent. Vous sentez, vous avez des signes, vraiment, je veux dire, bon, on vit tous beaucoup de synchronicité, on a beaucoup de signes, mais là, je vous dis, à ce moment-là, on sent qu'il y a une sorte de foisonnement, voilà, on sent que l'univers se met à envoyer encore plus d'informations, ça bouillonne dans tous les sens. Par rapport justement à ce qui va se passer. Donc que ce soit bien sûr dans les rêves, que ce soit les gens que vous rencontrez, que ce soit les synchronicités, tout ça est en train de vous montrer un chemin vers des choses qui vont être travaillées pendant vos voyages, hein. Euh, alors bien sûr, moi je parle en mode voyage conscient, parce que voilà, je considère que les gens qui viennent au stage, les gens que je côtoie, ils ont accès à ça relativement facilement, hein. En tout cas, ils ont conscience qu'ils peuvent avoir accès à ça, et ils peuvent faire des voyages ou se souviennent de leurs rêves, etc. Mais même pour ceux qui n'ont pas l'expérience consciente des voyages, voilà, ils sentent quand même ce qui se passe, ils sentent que tiens, ça va travailler sur mon grand-père, ça va travailler sur mes origines, ça va travailler sur ce qui s'est passé dans ma famille quand j'étais petit, ou sur ma mère. Je veux dire, on sent bien qu'il se passe quelque chose comme ça. Et donc non seulement il y a tout ça qui se met en place, mais surtout, c'est des choses qui vont aussi commencer à démanteler la surpuissance du mental, hein. Et ça apparaît à travers des résistances, ce que j'appelle vraiment les résistances. C'est-à-dire que votre ego, il va vraiment en prendre un sacré coup, mais vraiment, vraiment, vraiment un sacré coup. Et ça, il n'est pas complètement stupide, il se défend fortement. Donc il y a beaucoup de résistances qui vont apparaître, hein. C'est des résistances qui prennent alors les formes classiques, hein, à savoir ah mais non cette date, finalement ça marche plus, etc. Bon voilà, ce qu'on connaît de façon assez classique quand on va faire des nouveaux soins, quand on va faire des nouvelles choses. Mais ça prend des formes beaucoup plus fortes aussi, justement en allant récupérer des informations, vous voyez, qui sont vraiment liées au mental surpuissant, des informations médicales, des informations scientistes, des dogmes. Vraiment, on rentre dans des choses, voilà, où c'est la loi même qui se met à vous asséner des vérités, etc. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Et donc les résistances sont... c'est important de savoir qu'elles existent, hein, de les contempler pour à la fois, ça vous montre que vous êtes sur le bon chemin, et puis aussi, voilà, quand vous avez de l'expérience par rapport à ces résistances, vous savez rétrospectivement que c'est pas grand-chose, hein. Rétrospectivement, on dit putain, mais comment ça se fait que j'ai hésité à faire ci, à faire ça? On en rigole tous après coup. Mais à ce moment-là, c'est vraiment puissant. Donc ça crée des peurs, ça crée tout ce genre de choses qu'on vit tous, hein, qui nous ont des fois l'air insurmontables. Voilà, c'est important de le savoir et de l'accueillir. De l'accueillir et puis de récupérer de la force pour pouvoir passer ça. Et cette force-là,
c'est dans les signes que vous allez recevoir, c'est dans les communications avec l'univers, dans vos voyages, hein, dans vos rêves. Voilà, vous allez recevoir de nouveau de l'énergie pour vous dire oui, oui, tu es dans le bon endroit, oui, c'est la bonne direction, oui, tu es protégé, oui, ça va bien se passer. Voilà. Et ça vous permet de faire la balance et avec votre élan à vous, ben voilà, de passer ce moment. De passer ce moment. Euh, voilà, donc tout ce qui est lié aux forteresses, hein, du mental surpuissant, voilà, moi, je parle du scientisme, je parle des, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est voilà, on les sent vraiment, vraiment proches. Donc ça peut être bien sûr vos proches, hein, ça peut être vos proches qui vous parlent, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Ça peut être des trucs, des lectures à la télé, etc. Euh, mais même intérieurement, vous sentez voilà que vous déconstruisez des choses parce que ben voilà, nous sommes des occidentaux, on a été construits d'une certaine façon et tout ça bien sûr ben, nous coupe hein, des autres réalités, cette mental surpuissant. Et donc voilà, donc là ça résiste, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Euh, Pendant la période préparatoire, très vite on sent qu'on va se mettre dans une autre posture. On sent qu'on va se mettre, on sent qu'on nous emmène dans une nouvelle direction et qu'il faut se positionner d'une nouvelle façon. Et dans ce positionnement, il y a la notion de détox. Il y a la notion de stopper des choses liées à nos constructions mentales, que ce soit dans notre façon d'agir, que ce soit dans nos attitudes, que ce soit dans les produits qu'on ingère. Et c'est vrai que bah, moi j'ai quand même l'impression qu'on est quand même dans une grande société un peu de l'alimentation. Hein. Et donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de produits qu'on ingère qui sont de très mauvaise qualité, qui sont vraiment néfastes, qui nous permettent de tenir debout, hein, c'est souvent, mais voilà. Et donc, à un moment, il y a cette notion de détox. Il y a cette notion qu'il faut lâcher des choses. Et donc, j'invite vraiment chacun à prendre du temps pour justement démarrer quelque chose autour de ça. Alors, bien sûr, on va parler de jeûne, d'abstinence. C'est chacun comme il l'entend. C'est vraiment, il n'y a pas d'abac avec machin, à 12 heures il faut faire ci, et le vendredi il faut faire ça. Il n'y a pas du tout ça. C'est vraiment chacun. Mais n'empêche que ça va dans cette direction. Et je pense que quelqu'un qui peut rentrer dans un jeûne de quelques heures, de quelques jours, quelqu'un qui peut modifier des attitudes, faire une abstinence sur un sujet, et ben, il va être extrêmement aidé par le voyage qu'il va faire lors de la cérémonie. Il va être extrêmement aidé. Donc il commence, il sent que c'est la bonne direction. C'est des choses qui lui sont proposées. Hein. Donc voilà, il y en a un qui va arrêter de consommer de l'alcool, par exemple, pendant quelques jours, alors qu'un autre, ça va être sur un autre sujet, complètement un autre sujet. Parce que voilà, les sujets qui se présentent à vous, c'est les sujets qui sont possibles à ce moment-là. Hein. Donc vraiment, voilà. Donc on suit ce qui se passe en nous, mais cet élan-là, on en profite. On dit, ah ouais, il faut que j'arrête de bouffer ce produit, faut que j'arrête de regarder cette émission. Ça y est, je vais manger une fois par jour, je vais manger que des légumes, parce que je sais que c'est important pour moi. Mais voilà. Et donc on tente ça, et on se met dans ce mouvement-là. Et donc pareil, hein, des résistances apparaissent, mais on est aidé, on reçoit des informations, des synchronicités, on reçoit des confirmations de cette direction, de la justesse de cette direction. Et puis le jour de la cérémonie, eh ben, le travail qui a déjà été amorcé, il est extrêmement aidé, il est propulsé. Vraiment, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment puissant. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de détox. Donc voilà, hein, j'ai marqué produit, attitude, pensée, relation. Moi, je propose voilà, un jeûne alimentaire à 24 heures, un jeûne sec à 6 heures avant. Hein. Mais ça reste vraiment des propositions. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui n'ont jamais jeûné, c'est vraiment pas évident pour certains de faire un jeûne de 24 heures. Ceux qui ont l'habitude, voilà, ils peuvent faire 5 jours. Moi, je fais 2 jours très facilement. Il y en a plein qui peuvent faire 5 jours. Je veux dire, chacun son truc, chacun sa première étape. En tout cas, il y a vraiment cette notion qu'il faut changer, qu'il faut se mettre dans une nouvelle posture et suivre la nouvelle posture qui nous est proposée. Et il s'avère qu'elle ressemble beaucoup à une détox. Voilà, donc c'est intéressant. Ok. Alors, bon, vous avez vu probablement Eric parler justement de ce qu'on peut avoir comme contre-indication chimique. Hein. Donc moi, vraiment, je parle voilà, des antihypertenseurs. Alors, je prends tous les antihypertenseurs pour pas s'amuser à faire des distinguos, même si ça concerne que certains éléments. Et puis tout ce qui va être capteur de la sérotonine, qui, voilà,
qui, dans la compréhension de cinématique chimique, on sent qu'il y a un problème. Voilà, donc c'est pas la peine d'aller titiller les choses à ce niveau-là. Donc il y a vraiment cette notion d'arrêter ça. Euh, Quoi qu'il en soit, bon, tous ces produits-là, on ne devrait pas du tout les prendre, on est bien d'accord, hein, que c'est un vrai problème. Si on prend ça, c'est que bah, ça va pas, ça va pas beaucoup, hein. Et évidemment que les soins chamaniques, évidemment que l'ayahuasca, évidemment que le fait de vous reconnecter à votre âme va résoudre ce genre de choses. C'est évident, hein, c'est vraiment des béquilles, mais bon, c'est ainsi. En tout cas, il y a vraiment cette notion de faire attention à certaines molécules, et voilà celle dont je parle. Alors, on est... voilà, pareil, l'arrêt des relations sexuelles, à J-2, voilà, donc pareil, hein, chacun sait comment il pratique les relations sexuelles, qu'est-ce qui se passe en lui, voilà, donc c'est une notion de détox, une notion de relâchement, de nouvelle posture, hein, c'est vraiment ça. La cérémonie en elle-même, hein, donc après les temps préparatoires, ben, la cérémonie en elle-même, ça va être les voyages. Ça va être le fait de voyager consciemment en ayant absorbé le breuvage. Donc, voilà, je vous disais qu'il y avait plusieurs modes, hein, à savoir qu'on pouvait faire une seule grande dose, on pouvait faire plusieurs petites doses. Bon, très vite, hein, dans les voyages, vous sentez que vous êtes propulsé, que vous allez beaucoup plus loin. Voilà, moi je me souviens de certains voyages où je savais que j'allais travailler sur des choses sur moi, donc je voyageais pour moi, je présentais des intentions pour moi-même, hein, et donc tout de suite j'ai vu que j'allais plus loin. J'ai vu que je voyais plus de détails, que j'allais plus loin, que voilà, je pouvais passer des portes, je pouvais aller voir des choses que d'habitude je voyais bien que mon ego m'empêchait d'y aller, que c'était des zones trop douloureuses pour moi. Et là j'ai pu aller plus loin. Et donc voilà, mais en même temps, il y a eu certains voyages où j'avais pas d'effet extraordinaire, quoi. Je me disais, bon, bah tiens, bah, c'est bon, bah voilà, ouais, ok, bon. Et puis, en reprenant une dose, je me souviens que, voilà, je commence à avoir des sensations vraiment puissantes dans le corps, d'oppression, de mouvements musculaires, vraiment un truc, oh, et tout. J'étais vraiment angoissé. Je me disais, oh là là, Christophe, qu'est-ce que t'as fait, là là, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Vraiment, j'avais une sorte de peur qui me submergeait. Et à ce moment-là, j'ai vu un de mes animaux de pouvoir, un lion, qui était, voilà, qui me regardait comme une mère, comme un chien, comme une maman chien, vous voyez, qui est en train de dormir, avec tous ses petits, puis qui les regarde comme ça, puis de temps en temps qui ouvre un œil pour voir qu'il y en a, ils sont tous là, puis qui les ramène. Voilà, c'est exactement ça. Donc le lion m'a regardé avec l'air de dire, mais ça, ben oui, Christophe, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'agites? Voilà. Et donc ça m'a vraiment, vraiment beaucoup rassuré. Ça m'a permis de continuer très facilement ou de passer ce moment d'angoisse. Hein, donc ça a été vraiment, vraiment un moment intense. Et puis ensuite, ben voilà, on va travailler des choses, mais qui avaient été annoncées, mais j'avais même pas idée de ce qu'il y avait derrière. J'avais même pas idée. On sent que notre ego ne permettait pas qu'on aille visiter ces zones parce que c'est trop douloureux, c'est trop loin, il va perdre de sa surpuissance. Il a construit sa puissance sur ces blessures-là. Donc si la blessure est solvée, c'est bien sûr lui qui perd de sa puissance. Donc vraiment, c'est vraiment des choses où on accède à des choses extraordinaires. Alors, c'est pas juste on accède à de l'info. Il y a des zones où on accède à de l'info, mais aussi on accède à de la guérison. On va chercher des morceaux d'âme, on récupère de l'énergie, on fait déchirer des structures, on fait émerger des personnages. Je veux dire, c'est vraiment puissant, 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 puissant. Donc voilà, c'est vraiment une étape extraordinaire de guérison pour chacun. Vraiment extraordinaire. Donc je disais que la barrière de l'ego était repoussée. Alors bon, j'ai marqué la sécurité du monde chamanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par votre pratique chamanique, par votre pratique spirituelle, par votre confiance dans que vous êtes entouré, par le fait que vous savez que vous êtes guidé, hein, par votre pratique, ben, lorsque vous faites le voyage sous IHK, c'est pareil. Vous savez que vous êtes au bon endroit. Donc même s'il commence à y avoir des peurs qui viennent à ce moment-là, ben, vous pouvez avancer parce que, comme d'habitude, sauf que là, vous allez plus loin. Hein, donc là, l'exemple du lion, ben, c'est exactement ça. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Moi, je me souviens d'autres cérémonies où je prenais une première dose,
puis je sentais qu'il fallait que j'en parle une deuxième, mais j'hésitais. Et puis à une cérémonie, j'en ai pas pris, puis le gong a sonné, puis j'étais tout content, je me dis ah ouf, comme ça, le gong a sonné, j'ai pas pris, tu vois, j'étais presque content de pas avoir pris la seconde dose, du moins une seconde dose, parce que c'était tard dans la nuit. Et puis, et puis à une autre cérémonie, quelques jours après, je, je sais qu'il faut aller prendre cette seconde dose. Et donc là, je reprends du courage pour le faire. Mais pareil, le courage, il est venu pendant le voyage, il est venu par les informations, il est venu par toutes les synchronicités, parce qu'on est nombreux, donc il se passe plein de choses, il y a beaucoup d'interactions, conscientes, inconscientes, donc voilà. Et donc là, pareil. Et puis cette seconde dose m'a propulsé vers des choses complètement folles. Donc c'est vraiment... voilà, on a cette sécurité du monde chamanique qui nous permet d'avancer. D'avancer plus loin parce que justement on a cette barrière de l'ego là qui est repoussée. Et puis, alors, dans les voyages en général, hein, que ce soit avec ayahuasca ou pas, bon, si on est acteur, ça aide énormément. Hein, parce que des fois, dans les tout premiers voyages, les gens ils restent conscients, ils restent juste subjugués, et puis ils prennent les infos, voilà, ils ont vu des belles images, ils les regardent, mais vous voyez, ils ne demandent pas, mais pourquoi tu m'as montré ça, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je vais, etc. Donc voilà, donc c'est important de pouvoir être acteur. Et donc, bon, c'est une sorte de pratique, hein, bien sûr, mais c'est important de pouvoir être acteur. Et là, je prends l'exemple d'un participant une fois. Donc moi, je participais aussi à cette cérémonie, et la personne, donc on discutait, parce que voilà, dans les cérémonies, bon, il y en a qui restent en voyage pendant 6, 10, 12 heures, il y en a d'autres qui vont, avant une deuxième dose, vont pouvoir discuter, voilà, bon, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et puis donc, je discute avec lui, et puis il me dit, moi, dans la pièce, j'ai vu le diable. Le diable s'est assis devant moi, et donc, bon, j'étais content pour lui. Je lui dis, mais alors, tu as pu lui parler et tout? Et il me dit, non, il a eu peur. Donc lui, hein, pas le diable, hein, la personne a eu peur, et elle est partie se coucher, elle est partie se cacher, elle est sortie de l'endroit, de la zone de la cérémonie, parce qu'elle a vraiment eu peur. Elle a été... Je ne veux pas dire terrorisé, mais presque. En tout cas, si, maintenant je me souviens, il était un peu terrorisé, quoi. Et ça lui est resté, c'est pratiquement la dernière image qui lui est restée. Il était, alors après, peut-être qu'il a fait d'autres trucs, mais vraiment, il a vraiment été un peu choqué par ça. Donc ça, moi, ce que je comprends dans cette histoire, c'est que la personne n'était pas préparée, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que, voilà, c'est comme un enfant occidental, voilà, nous, quand on avait 4 ans, si on nous mettait dans la cave, on était terrorisés. Je veux dire, il fait noir, on nous met là pour nous punir. Je veux dire, c'est absolument atroce. Alors que le même enfant qui vit avec des personnes qui lui parlent des esprits, qui lui parlent des énergies, si cet enfant vous le mettez dans la cave, vous voyez bien ce que je veux dire, ça ne change rien pour lui. Là, c'est pareil. Donc lui, il a vu un personnage qu'il appelait le diable, bien sûr qu'il n'était pas le diable, mais n'empêche qu'il l'a nommé comme ça, il n'a pas osé lui parler, il a même eu peur. Alors que si on était acteur, bien sûr qu'il lui demanderait, mais qu'est-ce que tu veux me dire ? Qui es-tu? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Donc voilà, donc sécurité du monde chamanique, confiance dans ce qui se passe, acteur, et là, vous êtes tellement propulsé puissamment par ayahuasca que c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Bon, d'ailleurs, vous allez voir les témoignages, vous allez entendre les témoignages de Dalila et d'Edith, hein, qui sont vraiment bien à ce niveau-là. Alors, exemple, voilà, donc je reprenais cet exemple-là. Alors pareil, bon, le voyage, il dure, voilà, on va dire une bonne dizaine d'heures, hein, entre les moments où vous dormez, les moments où vous êtes dehors, les moments où vous êtes debout, les moments où... Bon, voilà, il dure un sacré bout de temps, et on a accès à plein d'informations. Alors, on arrive des fois pas à s'en rappeler complètement, donc moi j'essaie de les noter, il y en a qui peuvent les enregistrer, bon je veux dire, chacun fait un peu ce qu'il peut par rapport à ça, mais plein d'informations de compréhension, vous voyez, qui remettent en perspective, vous comprenez ce qui se passe avec telle personne, pourquoi votre tante elle est malade, ce qui se passe pour un tel, des questionnements que vous avez sur l'organisation du monde, ou des notions qui vous taraudent, les choses s'éclaircissent, vous avez des fulgurances complètement extraordinaires. Et vraiment, voilà. Alors, déjà, dans les voyages en général, on a des fulgurances tout à fait extraordinaires, hein, quand on communique avec l'esprit d'un animal, voilà, on sait beaucoup de choses. Mais là, c'est encore un degré au-dessus. Alors, c'est un degré au-dessus pour chaque personne, hein. Donc, bien sûr, c'est proportionnel à ce qu'on est, nous, à ce que nous vivons à ce moment-là, hein. Donc chacun
chacun va vivre un truc complètement extraordinaire, complètement nouveau, extraordinaire, propulsé de façon puissante, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Euh, et puis, c'est vraiment un travail profond, hein. Par exemple, quand vous faites des voyages, quand vous faites des voyages pour d'autres personnes, on va dire, bon, vous allez assez loin, c'est assez facile, hein. Mais dès que vous faites des voyages pour vous, vous sentez bien que ça se limite, parce que justement, vous allez aller visiter des zones blessées et que votre mental surpuissant, bah, un de ses rôles, c'est de protéger ces zones-là, hein, c'est de ne pas aller les visiter. Donc vous sentez bien cette limite-là. Là, avec l'ayahuasca, on va beaucoup plus loin. Et là, et c'est vraiment indéniable, c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment, vraiment beau. Donc, d'où cette notion de profondeur. Et puis, il y a une continuité. Vous êtes acteur, vous voyez, c'est pas juste, vous n'avez pas juste une bribe d'un rêve comme ça, dont vous vous rappelez le matin, en disant, ah, mais c'est marrant, j'ai vu cette personne qui me regardait, c'était agréable. Puis voilà, vous avez ce souvenir agréable, mais ça s'arrête là. Là, non, là, c'est un souvenir agréable qui dure tout un temps, où vous êtes acteur, vous voyez les choses, vous êtes au cinéma. C'est une séance qui dure des heures de cinéma dans tous les sens. Je veux dire, voilà. Alors si en plus là-dedans vous pensez par moment être acteur, actrice, bah, c'est complètement extraordinaire, hein, être vraiment entreprenant, à discuter, ça devient vraiment, vraiment puissant. Donc voilà un petit peu ce que je peux en dire. Euh, alors bon, et après la cérémonie, voilà. Alors donc l'après immédiat. Écoutez, moi, dans mon expérience, hein, et Eric le confirme, vous allez l'entendre, ça se passe bien. Franchement, tout le monde est sur le qui-vive, tout le monde est bien. Alors, avec des fois des interrogations, avec voilà, un peu de circonspection par rapport à ce qui a été vécu, etc. Voilà, mais physiquement, les gens, voilà, ils sont tous debout, ils sont valides. Je veux dire, il n'y a pas de. Je veux dire, moi, je bois, je trempe ma langue dans un verre de vin blanc. J'ai mal à la tête dans la seconde, quoi. Et puis ça dure 12 heures, vous voyez. Bon, voilà, les Washka, bon, voilà. Si on veut s'amuser à comparer les molécules ou je ne sais quoi, hein. Donc vraiment, voilà, donc vraiment bien. Et puis, on est différent. On est vraiment différent. Il y a quelque chose qui change, vraiment. Voilà. Il y a des croyances qui disparaissent complètement. Il y a pas dire des certitudes, mais de la confiance. Edith utilise le mot foi. Moi, je l'utilise pas trop parce que pour moi, il est un peu trop connoté. Mais voilà. Mais il y a de ça qui se met en place. Il y a de ça qui se met en place, hein. Et voilà. Et donc, il y a vraiment quelque chose de puissant qui est changé. Il y a vraiment un avant, un après. Alors là, je veux dire, c'est indéniable. Bon, déjà, dans tous les soins, il y a un avant, un après. Mais là, les gens vous reconnaissent pas. Je veux dire, concrètement, ils sentent bien qu'il y a un changement. Et même vous sentez bien que les choses changent, que vous allez plus vraiment fréquenter les mêmes endroits, les mêmes personnes, les mêmes façons de faire. C'est vraiment prégnant. C'est vraiment prégnant. Donc voilà, voilà. Et ben maintenant, on va passer au témoignage, hein, on va passer au témoignage. Donc vous avez bien compris que les témoignages que vous allez voir, ben, c'est un montage avec l'enregistrement qui a été fait le mardi 4, hein, donc hier soir. Voilà, donc je vous prie voilà, d'accepter qu'on ait fait ce petit montage, hein, ça permet de pouvoir transmettre toutes les informations. Vous savez que voilà, qu'il y a le Facebook, qu'il y a le mail, etc. Donc vous pouvez poser des questions, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et les témoignages arrivent tout de suite. À bientôt. En fait, on n'arrête pas de découvrir, hein, je veux dire, à chaque instant. Et pourquoi cette plante-là, c'est la plante des plantes, mais parce qu'en fait, c'est pas la plante, parce que c'est deux plantes. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était un peu brouillon, là, le scientifique. De toutes les plantes que j'ai déjà appris, j'en ai déjà appris pas mal, des cactus, la datura, bon, bah, évidemment, la marijuana, le tabac, voilà. Même le vin, enfin, je veux dire, même le whisky, il n'y a qu'un produit à la base. Il y a une base, après, il y a des ingrédients, mais là, c'est vraiment, les deux sont, ce que j'ai pas expliqué, en fait, ce que j'ai mal expliqué, c'est qu'on les prend séparément, ça ne fait rien du tout. Mais rien du tout. Mais vraiment rien. Et donc, dès qu'on commence à les mélanger, je veux dire, il y a quelque chose qui se crée, qui est, je crois, très particulier à ce breuvage. Euh, bon. Tu parlais du mental surpuissant qu'on appelle, enfin que moi j'appelle l'ego. Et
et ben ces deux cavaliers-là, c'est les ennemis de l'ego, on va dire. C'est vraiment les ennemis de l'ego. C'est pour ça que je dis souvent aussi par rapport à la cocaïne. Bon, quand on en parle, personne n'en consomme, mais c'est quand même le truc le plus consommé au monde. La cocaïne, c'est vrai, c'est juste l'inverse. D'accord? C'est le développement de le super ego, quoi. On a l'impression, on a l'impression qu'on a tout compris, on a l'impression qu'on a la patate, que tout le monde vous aime, etc., machin. Et là, ce breuvage, l'ayahuasca, c'est vraiment l'inverse. Donc c'est l'ennemi aussi de la cocaïne, quelque part. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui arrivent à décrocher de cette drogue par l'ayahuasca. Parce que là, alors là, ceux qui sont dans ce milieu du super-ego, la coke, le golf, le poker, les soirées, c'est ceux qui, on dit grossièrement, qui morflent le plus aux premières sessions. Parce que vraiment, il faut travailler derrière. Et c'est vraiment l'ennemi de l'ego. Et nous, intellectuellement, on n'arrive pas à le trouver et à le manipuler, à lui dire arrête, comme dans le Seigneur des Anneaux, quoi, Gollum et les deux, quand ils se regardent dans l'eau, etc. Je crois que tout le monde l'a vu. C'est vraiment l'ego super fort, les deux personnalités, en fait, l'ego. Et là, avec l'ayahuasca, en fait, tu découvres l'autre personnalité, c'est-à-dire toi, au fond, la cachée derrière, avec toutes les peurs qui sont générées par l'ego. Donc là, c'est le vrai miroir, on va dire. C'est vraiment le breuvage de l'autoconnaissance. Tu viens nous parler un peu de ton expérience, s'il te plaît. Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de pouvoir justement partager l'expérience que j'ai faite de l'ayahuasca. Et je tiens à dire dans un premier temps que effectivement, je connaissais très peu de choses sur l'ayahuasca. Et on m'aurait posé la question il y a quelques mois, est-ce que tu vas en prendre? J'aurais certainement dit, bien sûr que non. Et puis, tout comme l'a très bien indiqué Christophe, à un certain moment, je ne sais pas exactement pourquoi, j'ai ressenti que ce serait une expérience utile, voire bénéfique pour moi. Du coup, ce sentiment, ce ressenti s'est installé voilà, progressivement jusqu'à avoir la certitude que je ferais cette expérience. Et puis, connaissant Eric et Christophe, je savais que ça se ferait dans un cadre tout à fait sécuritaire. Donc, je me suis lancée. Et bien sûr, je n'étais pas très rassurée, parce que moi, je suis également quelqu'un qui a arrêté de prendre toute médication sous forme allopathique depuis plusieurs années. Je me sais très sensible à n'importe quelle substance d'une façon générale. Donc voilà, j'étais quand même pas très rassurée, mais décidée. Et donc le jour J et l'heure H se présentent. Pour pouvoir le faire dans de meilleures conditions, j'avais préparé mon corps et bien sûr aussi mon esprit. Mais bon, moi je jeûne assez facilement, moi, une fois par semaine. Et donc là j'avais décidé de faire un jeûne un peu plus long. J'ai fait donc un jeûne de 48 heures avant la prise du breuvage. Et voilà. Donc je prends ce breuvage et la toute première surprise que j'ai eue, très agréable, c'est le goût de breuvage. Je suis une buveuse de café, j'aime le café noir et sans sucre et je bois du café bio qui vient d'Amérique latine. Et à ma très grande stupeur, j'ai reconnu un des arômes de ce café dans l'ayahuasca. Du coup, j'ai trouvé ça bon. C'était ma première excellente surprise. J'ai demandé à Eric d'y aller très doucement. C'est ce qu'il a fait. C'est aussi une des choses qui fait qu'on se sent assuré, en sécurité. Et voilà, je suis allée m'installer. Si je fais des voyages très facilement,
Donc, je me suis installée pour le voyage. Et la première chose qui m'a vraiment frappée, interpellée, c'est effectivement la puissance et j'allais dire la profondeur de ce voyage. Et pour ma part, j'ai rencontré tous les membres de ma famille, un par un. Et quand je dis tous les membres de ma famille, c'est pas anodin, parce qu'il y en a certains que je connais et d'autres que je ne connais pas du tout. Je connais leur existence, mais je ne les connais pas physiquement, ni même son nom. Et bien là, je les ai rencontrés tous. Et j'ai parlé avec le premier qui m'est apparu, c'est mon père, et ensuite c'est... Et ma maman, l'histoire, est décédée depuis 2009, et j'ai eu une très très longue conversation avec ma maman, très très émouvante. Les larmes sont coulées, mais vraiment c'était puissance, mes mots, je dis extraordinaire. Et donc voilà, ça c'est cette rencontre a duré. Et puis effectivement, au bout d'un certain temps, j'ai senti que l'effet diminuait. Quand c'est proposé deuxième dose, j'ai soit qui c'est et là, je m'apprêtais à repartir au voyage, mais très vite, des auras, des personnes. J'ai vu même dans la pièce des vides qui persistaient, qui étaient changeantes. C'était absolument merveilleux. Puis j'ai fait tout un tas d'autres expériences. Et puis à un moment, bien sûr, je savais bien, je me doutais bien que j'allais rencontrer des endroits de moi-même qui allaient m'effrayer un peu. Et effectivement, c'est ce qui a commencé à passer. J'ai commencé à voir un peu. Et puis, juste au moment où les choses commençaient à devenir un peu plus inquiétantes, j'ai entendu une voix très rassurante qui me disait « Dalila, approche-toi encore plus près, regarde encore plus près. » Et ce qui me faisait tellement peur se transformait jusqu'à me faire rire. Et j'ai ri, mais franchement, j'ai ri. Je ne sais ni combien de temps, ni de quelle façon. Mais j'étais... à chaque fois que je m'approchais d'une de ces situations à chaque fois, j'entendais cette même voix très rassurante qui m'incitait à aller voir encore plus près et qui faisait que les choses se dénouaient, me le faisait montrer d'une façon particulière que je pouvais recevoir. Et du coup, franchement, c'est pour moi, à mon sens, c'est vraiment une expérience à la fois merveilleuse, spirituelle et aussi bienveillante. Franchement, on se sent, quand je dis on se sent rassuré, c'est vraiment, on est comme entouré, choyé, et c'est comme si on allait se promener dans une forêt avec un guide qui connaît la forêt sur le bout des doigts. Et du coup, on peut y découvrir des tas de choses, y goûter des goûts inédits, sentir des odeurs qu'on ne connaissait pas. Et franchement, très franchement, j'invite tout un chacun à faire cette expérience. Et pour ma part, je vais la réitérer. Voilà ce que je peux en dire et je repasse la parole. Merci. Est-ce que tu peux éventuellement nous dire si tu as avec ton vocabulaire sur l'après, est-ce que c'est quelque chose qui était tangible pour toi ou ça reste comme pour moi un peu pas évident à verbaliser? Dis-moi. Alors moi, dans l'après, l'immédiatement après, ce que j'ai ressenti, c'est un sentiment de confiance qui grandit. Voilà. C'est le meilleur terme que je peux utiliser. Et cette expérience persiste, même si elle n'est pas de la même intensité, mais en tout cas, elle persiste. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est là. Super. Un grand merci, Dalila, pour ce témoignage.
Bonsoir Edith, merci beaucoup. Merci beaucoup pour accepter de témoigner dans cette webconf. Est-ce que tu veux bien nous parler en quelques mots de ton expérience alors bien sûr la préparation, mais aussi bien sûr le voyage et peut-être l'après, voilà, selon ce que tu as envie de dire ou s'il te plaît, Edith. Moi je tiens à dire d'entrée de jeu que j'étais assez inquiète. Les 15 jours précédant la cérémonie, j'ai senti ce pouvoir du mental surpuissant qui m'a fait un peu paniquer. C'est-à-dire que je savais au fond de moi que j'avais envie de cette expérience, qu'elle était importante pour moi, et en même temps, il y avait tout. Il y avait l'histoire du jeûne, est-ce que j'arriverai à le faire, l'histoire je vapote, est-ce que c'est contre-indiqué, est-ce que je vais rester scotché, est-ce que je vais devenir folle, est-ce que... Et puis c'est vrai que dans mon environnement immédiat, c'est pas forcément quelque chose sur lequel je pouvais m'étendre ou discuter, échanger. Donc il y a un peu cette dimension où on est un peu seul en se disant mais finalement j'ai envie de prendre ce qu'on pense être un risque en fait. En se disant c'est une expérience que je veux vivre. Voilà. Un peu par curiosité et aussi parce qu'il y a une démarche personnelle de vouloir avoir des réponses, savoir... je ne vais pas m'en cacher, c'est-à-dire que les mois précédents, j'étais dans une grande tristesse en fait. Voilà. Et du coup, je recherchais aussi des moyens de comprendre et de retrouver un peu de centrage. Du coup, alors moi, à la différence de Dalila, dès que j'ai pris cet infâme breuvage... Tu l'as pas trouvé bon, toi? Non, ouais. J'ai trouvé ça... donc il y a un vrai dégoût au départ pour ma de mon côté. Et les premières sensations, une fois que j'ai été installée, ont été immédiatement d'être transformée quelque part dans tout s'est serré en moi. Mon cœur, mon corps, j'avais l'impression de devenir excessivement rigide. Et ça faisait partie un petit peu du voyage préparatoire que j'avais fait auparavant, de devenir une écorce, un arbre en fait. Et je me sentais comme ça devenir très... pas du tout malléable, mais du coup excessivement rigide. Et je sentais que c'était ma grande peur, ça faisait partie de mes peurs initiales, de vomir. J'aime pas ça, j'avais très peur de vomir, donc je sentais que quelque part ça montait. Donc j'étais obligée de me redresser, de voir et de me dire non mais faut y aller. Et puis finalement non, ça s'est pas passé. Et là, j'ai commencé un premier voyage qui a été d'avoir des altérations de la conscience et de la vision. Où là, j'ai vu le monde en vibration en fait. Donc c'était très étonnant, très déroutant. Je pense que moi j'ai jamais pris, mais je pense que les gens qui ont fait des trips sous acide peuvent avoir ce type de vision. Et là, moi j'ai demandé en disant bon ça va, maintenant que je vois ça, je pourrais voir autre chose, quelque chose qui me concerne, qui soit plus personnel pour moi et qui m'apporte des solutions à moi. Mais j'ai pas été déçue, initialement on m'a laissé un peu là en disant non, t'as des choses à voir, des choses à comprendre. Et ensuite, une fois que j'ai compris que finalement, ça serait un petit peu trop long à expliquer, mais enfin, une fois que j'ai compris ce que je devais voir, à savoir que le chaos est propice et profitable et qu'il a le droit d'exister et qu'il donne des différentes variations et qu'elles sont importantes. Alors là, on m'a annoncé que j'allais vivre l'initiation et j'ai pas été déçue. Donc pour le dire en 2 mots, dans le plan personnel, j'ai quitté l'homme que j'aimais, que j'aime, je pense qu'on peut dire ça comme ça, en août dernier. Et là, je me suis retrouvée, en fait, lui était mort sur un autel de pierre. Et j'étais en train de le pleurer et de l'enduire, de loindre d'huile, en fait. Donc j'étais... donc physiquement, là, moi, je me suis mis vraiment à pleurer, en fait, dans le cours de la cérémonie. Ouais. Et je pleurais sur cet autel de pierre. Donc je me suis dit, ok, très bien, il est temps d'accepter et de faire le deuil de cette relation, de tout ça.
Et puis bon, je commençais à être, vraiment avoir le cœur très gros, d'être rempli de douleur. Mais c'était pas ça mon initiation. Hein. C'est qu'après, en fait, j'étais sur une barque. Et là, j'ai compris en fait que je pouvais éloigner les éléments en utilisant ce qu'on m'avait montré au premier voyage, à savoir la vibration et par le chant, pouvoir écarter les éléments. Alors j'ai fait des études moi en archéologie, donc c'est vrai que tout est peuplé d'antiquités. Donc j'ai compris en fait que parce que j'étais complètement dans le noir, c'était un fleuve noir, donc j'étais sur le Styx. Et j'allais aux portes d'Hadès. Donc je me voyais comme un nouvel Orphée. Et je suis arrivée devant Hadès après avoir écarté les obstacles. Et j'ai réclamé l'homme que j'aime en fait. Et là on m'a dit qu'on me l'a rendu. Mmh. Et dès que j'ai touché sa main, parce que c'est ça qu'il faut quand même que je vous signale, c'est que j'ai quitté cet homme parce que moi je souhaite être mère et que lui ne peut plus en tout cas par trop de douleur être père puisqu'il a perdu un petit enfant d'une leucémie. Et pour lui voilà c'est impossible. Et là donc quand j'ai pris sa main pour qu'on puisse partir, j'ai senti toute sa douleur à lui, et j'ai été quelque part transportée dans son propre corps, alors que lui tenait la main de son enfant, alors que son enfant était en train de mourir. Et je me suis retrouvée dans cette situation, c'est indescriptible la douleur que j'ai pu ressentir. Et là, j'ai pleuré, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide au guide, à la lune, à tout le monde. J'ai demandé de l'aide. Et à Eric aussi. Je lui ai dit ce qui se passait. Je lui ai dit que là, ce qu'on me faisait revivre. Et il s'est approché de moi. Et j'ai entendu à ce moment-là aussi Christophe qui est arrivé et qui s'est mis à vomir. Et je savais qu'à ce moment-là, lui venait m'aider. Je suis incapable de dire le temps que ça a duré, mais ça a duré un très très long moment où j'ai dû pleurer. J'ai permis à son enfant, je ne sais pas comment dire ça. J'ai accompagné son enfant et j'ai confié son enfant à tous les anges que je connaissais, à tout l'univers, pour qu'il soit protégé, pour qu'il soit chéri, pour qu'il soit béni. Et à côté de ça, j'ai essayé de vraiment transcender sa douleur. Tant et si bien qu'après, j'ai demandé à son âme si cette partie qui était glacée et qui était encore en train de tenir la main de son enfant pouvait revenir dans sa vie aujourd'hui. Là, son âme a accepté. Et j'ai senti, puisque moi j'étais avec son corps en fait, j'ai senti que son âme, elle réintégrait son cœur. Que tout d'un coup, ça a fait un clic. Son cœur a recommencé à se teinter de rouge, a recommencé à avoir de la pression, à avoir quelque chose. Et puis, j'ai senti qu'il remontait. Voilà, qu'il remontait, que mon travail était terminé. Là, j'ai compris que mon initiation à moi, là-dedans, c'était d'être une pleureuse, d'être en capacité d'aller secourir quelque part l'âme de quelqu'un pour lui permettre de transcender ça, parce que c'était tellement douloureux, tellement... Enfin, que c'était ce que je devais épouser faire. Donc moi, après avoir vécu ça, j'étais complètement... j'étais en larmes, c'était excessivement dur.
Et je me suis dit, bon, mais je prends une autre dose, mais finalement, ce que j'avais à vivre avec l'ayahuasca, je l'ai déjà vécu. Enfin, je l'ai en partie vécu. Et là, je me trompais encore une fois. C'est que, à partir de ce moment-là, on m'a enseigné, en fait. On m'a enseigné vraiment la maya du monde. Mais après, c'est un descriptif impossible à expliquer, donc je ne veux pas forcément. Mais on m'a montré énormément de choses et je suis restée. Moi, j'étais sortie en fait. Dès que j'ai commencé à pleurer, je me suis isolée du groupe et je suis allée sous la lune dans un champ et j'ai passé la nuit dehors jusqu'au lever du soleil où le ciel s'est transformé en un immense planétarium et s'est constellé d'une multitude d'informations. Et ce que je peux dire à l'issue de ce voyage qui pour moi est une expérience mystique, vraiment c'est ce qu'on m'a fait vivre là et c'est plus fort que tout. J'en sors réparée, j'en sors avec la certitude désormais, ce qui n'était pas le cas auparavant, que je suis aimée, que j'ai ma place dans cette vie, sur cette terre, que j'ai des choses à y faire, oui, je suis réparée. Et je sais, j'ai désormais une foi en l'univers, et je sais que cet univers est accueillant pour tous. Voilà. Ah, mais super, Edith. Merci beaucoup. Je me permets de te poser une question. Est-ce que déjà dans ce voyage-là, t'as eu besoin d'aide, de soutien? Est-ce que tu as été actrice pour demander par où passer, comment faire? Et puis la deuxième question, c'est après, les semaines qu'on suivi, les mois qu'on suivi, comment ça s'est passé pour toi par rapport à ça? Comment tu as intégré tout ça? Ou si tu peux en parler, s'il te plaît. Alors, l'aide, je l'ai demandé tout le long en fait de l'expérience. Parce qu'il y avait des choses qui étaient excessivement difficiles à vivre pour moi et je sentais bien que j'avais besoin d'aide. Donc il y a quelque chose où je savais que j'étais entourée et que si je le demandais, j'aurais des gens avec moi. Tu étais actrice, quoi. Tu étais vraiment actrice là-dedans. Mais je sais aussi qu'à des moments... mais ça, c'est peut-être toi qui dois le dire, parce que c'est ce que tu m'as dit par la suite, c'est qu'on t'a demandé de m'aider aussi. Donc il y a aussi ce truc de... Alors ouais. Ouais, moi, je me souviens plus de tout, hein, mais effectivement. Mais en fait, ce que tu m'as dit quand on a discuté après, c'est effectivement qu'une grande forme bleue... Ah oui, venue à côté de toi, je me souviens. Sur le ventre, oui. Et que c'est à partir de ce moment-là que toi, tu as compris aussi qu'il fallait m'aider. Ouais. Je sais que tu as vomi et que c'était aussi pour m'aider à traverser ça. Maintenant, je me souviens un petit peu, tout à fait. Donc, de l'aide, j'en ai eu systématiquement. Après, j'ai eu un temps... il faut que ça se pose, tout ça, parce que c'est pas complètement... Enfin, ça change tellement tout qu'ensuite il faut se recadrer et se replacer dans sa vie et voir ce qu'on en fait de tout ça. C'est un peu... Pour l'instant, ça reste encore nébuleux. Mais en tout cas, il y a comme pour Dalila, il y a une grande confiance. Et il y a une certitude que tout va bien, que tout sera bien, que tout est bien. Non, écoute, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edith, pour ce témoignage. Donc oui, voilà. Moi, quand j'entends ce genre de témoignage, je pense au monde chamanique, je pense aux forces de vie, je pense à tout ce qui fait que, toutes ces forces qui font que notre âme redécouvre, que nous-mêmes, consciemment, on redécouvre ce que notre âme sait faire. Et notre âme, non seulement on a choisi notre incarnation, mais on est entouré d'une grande tribu lumineuse, on est entouré d'animaux de pouvoir, qui vraiment sont là pour nous aider, quoi. Donc quand on est près d'eux, on est extrêmement en sécurité, on est extrêmement puissant, on peut faire beaucoup de choses. Quand on est éloigné d'eux, parce qu'on est en train de visiter des zones difficiles, ou on est coincé dans des endroits, ils nous donnent la force d'essayer d'avancer, etc. Et donc là, quand Edith parle de tout ça, moi j'entends tout ça, et ça me fait vraiment plaisir que tu aies cette conscience aiguë, parce que voilà, c'est quelque chose qui est...
quand on t'écoute, on sait que t'es pas en train de raconter un bouquin ou autre. Je veux dire, on sait que c'est vrai. Et donc, forcément, ça réveille quelque chose dans d'autres personnes qui disent mais oui, mais voilà, et, ça me rappelle tel rêve, ça me rappelle le regard que j'ai eu hier dans le rêve. Voilà. Et donc, c'est ça qui est beau. C'est qu'on parle de la même chose, ça s'émerge par plein d'endroits différents. Et donc, ça permet de monter à la conscience tout ce qui se passe dans les autres réalités. Donc, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edith. Alors, on va passer aux questions. Hein, on va passer aux questions. Alors là, je me suis connecté au Facebook. Alors, il n'y a pas grand monde. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon. Et donc, il y a Sandra qui demande est-ce que. Alors, il est marqué nous ouvre-t-elle une vision réelle? Donc, j'imagine qu'elle parle des voyages ou de l'ayahuasca par rapport aux voyages. Bon, alors, moi, quand je lis ça, hein, la réponse que je vais faire immédiatement, c'est sous forme de question, c'est qu'est-ce que le réel, hein? Est-ce que le réel, c'est ce que TF1 nous raconte, ou est-ce que le réel, c'est ce que je vois dans mes rêves? Alors, bien sûr, on a été éduqués pour nous dire que les rêves, ben, c'était n'importe quoi, et que TF1 disait la vérité, mais voilà. Mais il semblerait que ce soit exactement l'inverse. Donc oui, elle nous permet d'accéder à des choses extraordinaires, et des choses, justement, qu'on ne peut pas forcément voir, parce que, justement, il y a le filtre du mental qui peut être présent. Et donc voilà, donc le fait de partir en voyage, déjà, ben, vous atténuez la puissance du mental, donc vous accédez à des informations. Et le fait de partir en voyage avec ayahuasca, vous allez encore plus loin dans tout ça. Et vous allez plus loin surtout dans des zones qui vous concernent, parce que c'est des zones qui, elles, demandent c'est les zones que l'ego protège le plus, celles où vous êtes blessé vous, celles liées à votre enfance, liées à vos origines. C'est les zones les plus difficiles à aller visiter. Donc oui, vous avez accès à des choses réelles, dans le sens où vous comprenez, ben voilà, Dalila a expliqué, elle a pu parler avec ses parents, avec des ancêtres, avec des gens vivants, vous comprenez des relations, moi, lors des voyages, donc effectivement, là, Edith a parlé du fait de pouvoir soigner, de pouvoir intervenir chez certaines personnes, donc c'est effectivement ce qui se passe hein, dans les cérémonies, des fois j'interviens, mais en même temps, j'ai des compréhensions sur plein de choses. Des amis m'avaient demandé de faire des guidances pour eux pendant cette cérémonie, donc j'ai pu en faire aussi. Voilà, donc on a et donc c'est la réalité. Je veux dire, nous sommes dans un monde d'énergie, un monde d'esprit, un monde de l'astral. Hein, donc accéder à ça, c'est accéder à la réalité. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, Sandra. Bon, je regarde si je vois d'autres questions, mais j'en vois pas beaucoup. Alors, je sais pas si c'est moi qui... Je sais pas où il faut chercher. Ou alors... Ah si, là j'ai... Si. Là, j'ai Caroline. Alors, là, j'ai Caroline. Bon, alors on me dit qu'on m'entend pas. Bon, bah, ça, c'est pas de sens. Alors, j'ai... où trouves-tu les produits pour faire le breuvage? Donc ça, on imagine que c'est une question pour Eric. Alors Eric, il a déjà répondu un petit peu, parce que ben, c'est dans la forêt, hein, clairement, c'est dans la forêt, donc on est au Brésil, je vais lui laisser parler. Donc voilà, on va peut-être pas donner les coordonnées exactes, mais bon, concrètement, voilà, c'est dans la forêt. Tu confirmes, Eric? Eh ben, écoute, c'est le long de l'équateur, en fait, dans toute l'Amérique du Sud. S'il existe ces plantes-là natives sous les mêmes latitudes sur d'autres continents, j'en ai jamais entendu parler. Ok. Donc c'est le Brésil, évidemment c'est la plus grosse partie. Le Pérou, hein, qui a vraiment une culture de ça. C'est-à-dire qu'au Brésil, il n'y a pas vraiment une culture de ça. La culture au Brésil, de ça. Je parle de la culture de cultiver, évidemment, c'est vraiment la culture de participer à des sessions, d'avoir des endroits où faire. Donc au Brésil, c'est beaucoup plus nouveau. Au Pérou, c'est beaucoup plus ancien. Et puis en Équateur, peut-être un petit peu en Bolivie, voilà. Peut-être aussi un peu en Colombie. Donc c'est ces endroits-là, oui, en Colombie, c'est sûr. Donc c'est ces endroits-là où on trouve la plante et puis les cuisiniers. Ok, super. Merci beaucoup, Eric. Alors, là, j'ai une question. À propos de la première question, il faut faire une énorme différence entre les hallucinations et les visions complètement différents.
Alors, les hallucinations, moi j'ai pris des produits hallucinogènes, donc là on voit des trucs qui n'existent pas, des éléphants bleus, des fois c'est même vraiment plein de fois c'est pas sympa, les gens pensent à des monstres, etc. Et là c'est vraiment des choses qui n'existent pas. Les visions c'est autre chose, les visions c'est on va dire quelque chose qui existe, hein, entre guillemets, mais qu'on n'a pas, on n'a pas l'occasion ou les pouvoirs de pouvoir discerner ça dans notre état normal. Donc c'est vraiment très différent. Par exemple, moi je sais que dès le début, depuis tout le début au Brésil, souvent les câbles électriques sont apparents. Moi je vois toujours l'électricité circuler dans les câbles sous forme de lumière, bleu, rouge, et pas toujours, mais à certaines occasions. Donc bon bah voilà, c'est ce que j'appelle des visions. Après, des hallucinations, c'est complètement différent. Voilà, on peut se renseigner là-dessus. Ouais, mais c'est super. Non, mais tu fais bien de le préciser. Et effectivement, dans les voyages, on a accès donc aux visions, tout à fait. Et des fois, effectivement, et d'ailleurs c'est une question qui revient souvent quand on parle justement des voyages du mental, c'est est-ce que le mental peut créer des images, quoi. Et là, quand tu me parles d'hallucination, eh ben moi maintenant je vais utiliser ce mot-là, parce que le mental crée des hallucinations et les voyages permettent d'accéder à des visions. Et c'est vraiment, vraiment bien dit. On a une question de Caroline qui demande, alors elle n'était pas là au début, bon, et elle demande quels sont les dangers. J'imagine que tu as déjà expliqué, mais je viens d'arriver, désolé, car je sais qu'il faut être bien accompagné pour cette rencontre puissante. Alors, bah écoute, pour résumer par rapport à ce qu'on a dit, Caroline, alors, il y a des dangers, on va dire, d'interaction médicamenteuse, molécules, cinétiques, chimiques, etc., etc. Donc, voilà, donc, de mon point de vue, c'est des histoires liées aux inhibiteurs de la sérotonine, et puis aux capteurs de la sérotonine, et puis aux hypertenseurs. Bon, après, il y en a qui vont peut-être dire d'autres choses, mais de mon point de vue, c'est ça. Donc voilà, une incompatibilité médicamenteuse, on va dire, avec des produits artificiels qu'on aurait pris. Et puis sinon, de mon point de vue, le danger que je vois, c'est l'expérience trop forte, entre guillemets, quoi. Donc, voilà, si je prends l'exemple, voilà, on a tous été, nous, enfants, dans des caves, hein, voilà, on est des Occidentaux, on a été élevés comme ça, dans la cave, on était terrorisés, hein, voilà, on a plein d'images qui apparaissent, je veux dire, on est terrorisés, parce qu'on n'a aucune éducation par rapport à ça, et limite même, c'est un endroit où on nous met pour nous punir, quoi, donc c'est vraiment, voilà. Alors qu'on imagine bien que le même enfant, qui peut parler avec ses grands-parents, des esprits, qui peut parler de plein de choses, le jour où il va à la cave, ça se passe bien, c'est une expérience parmi les autres. Donc pour moi, entre guillemets, le danger, si on peut utiliser ce mot-là par rapport au voyage, c'est justement d'avoir trop peur, quoi. Voilà. Je reprends l'exemple du jeune qui a vu le diable et il était terrorisé. Franchement, il était terrorisé. Il est parti se coucher, il est parti se cacher. Il était terrorisé. Alors que accompagné, comme tu dis, il aurait pu poser des questions, etc. Donc je pense que c'est ça. Donc c'est une expérience qui peut être ébranlante et si on est en mode, je viens faire une nouvelle piste de ski Force 8, ou je viens tester un nouveau produit parce que mes potes m'en ont parlé, ou c'est la salle de shoot, c'est moins cher qu'ailleurs, ça va mal se passer. Et Eric aussi l'a bien dit par rapport à l'ego, parce que clairement, l'ego, il s'en prend une grosse claque dans la gueule, quoi. Donc s'il n'y a pas eu ce temps de préparation au départ, si vous ne savez pas qu'il est en train de perdre de sa surpuissance, il va vraiment se prendre une grosse claque. Alors, est-ce que c'est un danger? Est-ce que ça n'en est pas? Après, chacun pourra en parler, mais voilà ce que j'ai envie de dire. Caroline. Ok. Je continue à browser, voir si je vois d'autres questions. Mais j'ai pas l'impression, donc... Pour répondre à cette question, Eric. C'est l'histoire que tu connais déjà parce que j'ai déjà raconté, c'est ça que je raconte toujours, enfin souvent. Quand on me parle justement de danger, quel serait le danger? Tu l'as très très bien expliqué, et je vais raconter une anecdote. C'est donc un gars en Guyane il y a quelques années qui me pose la même question lors d'un entretien préparatoire, on va dire. Ça allait se passer quelques jours après, et cette personne voulait savoir quels étaient les dangers. Et puis bon, j'avais cité un peu le personnage, chef commercial, bien sapé, ils vendent des bagnoles, bon. Et je dis, mais
j'ai donc répondu comme ça. En fait, le danger, ce qui peut se passer, c'est que lundi matin, tu donnes ta benne. Donc là, il m'a regardé, tout le monde m'a regardé, parce qu'en fait, tout le monde écoutait, quoi. Tout le monde m'a regardé, puis il m'a dit, t'es sûr? Genre, ouais, mais putain, mais attends, là, si je peux donner madame, je sais pas ce qu'il veut faire. Hein. Bah, excellent. Ouais, non, c'est une super anecdote. C'est vraiment ça, quoi. C'est là, si ça se trouve, lundi matin, il dit, non, mais non, ça, c'est pas ça du tout. Faut que je change tout de suite. Bon. C'est une excellente anecdote. Parce que justement, voilà, ça montre déjà la relativité de ce danger. Hein, c'est qui va le décrire. Et voilà. Et moi, vraiment, de mon expérience, c'est que ça se passe toujours bien. Ça se passe vraiment toujours bien. On est accompagné des forces de vie. L'ayahuasca vient des forces de vie. Ce qu'on vit à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Et qui est possible de vivre à ce moment-là. Donc vraiment, là, au mot danger, mis à part ces histoires d'interaction médicamenteuse, je dis non. Je dis que ça se passe très très bien. Non, on est très protégés. Hein. Très protégés. Tout à fait. Mais écoutez, chers amis, il est 22h. Je vais, on va couper ça. On va dire merci, merci à chacun d'entre vous d'avoir pris la connexion. Merci Edith pour ton témoignage très très juste. Merci Dalila aussi. Merci bien sûr Eric pour toutes ces informations très précises. Bon, vous avez le Facebook, hein, donc vous savez que vous pouvez nous poser d'autres questions. Hein, il y aura probablement un replay. Hein, bon, je vais voir un peu l'état de la vidéo, mais il y aura probablement un replay, donc ce sera l'occasion pour vous de continuer par rapport à ça. Et puis, je vous souhaite donc une bonne soirée et au plaisir, voilà, de vous rencontrer, de répondre à vos questions. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci Christophe. Salut Eric, à bientôt. Salut. À bientôt, au revoir.